Celui qui n'aime pas l'argent ne gagne pas d'argent. Celui qui n'aime pas le pouvoir n'a aucun pouvoir. Ainsi la partie des citoyens qui est tempérée et sage ne cesse de se démettre. Et au contraire, les agités et les méchants occupent aussitôt le terrain qui leur est laissé. Socrate remarquait déjà que l'honnête homme paie plus qu'un autre et gagne moins qu'un autre. Ainsi, le combat politique est entre des hommes nus et des hommes bien armés. On peut encore dire avec d'autres mots que l'intrigue est un travail qui ne produit rien, mais qui donne pouvoir, au lieu qu'un travail réel exclut l'intrigue et laisse sans défense. Même dans le monde ouvrier, celui qui fait figure de chef est naturellement un homme qui a laissé le travail. J'entends le travail sur les choses, comme bêcher, piocher, marteler, limer, et qui apprend l'intrigue, c'est-à-dire le travail sur les hommes, comme persuader, menacer, flatter. Ainsi, à mesure que le chef s'élève, il est moins digne d'être chef. J'ajoute que le hardi politique ne manque pas de moyens pour étourdir l'ambitieux à qui il reste des scrupules et une sorte de honte. Le monde poli fait élégamment cette éducation à rebours. Si l'on comprenait mieux les causes, on mènerait mieux l'éternel combat du citoyen contre ses maîtres. Une des fautes les plus communes est ici l'indignation, qui ne peut durer, et qui conseille de ne plus penser et de laisser les choses aller comme elles vont. Elles vont toujours mal. Je n'ai pas l'espoir de voir le paysan au pouvoir, ou bien le terrassier. Dès qu'il aurait le pouvoir, il ne serait plus paysan ni terrassier. Le travailleur appelle bourgeois ceux qui ne font rien que gouverner et administrer, c'est-à-dire que ce qui gouverne est bourgeois. Les classes sont des êtres métaphysiques. En réalité, l'aptitude conduit à la fonction et la fonction même développe l'aptitude. C'est pourquoi la tyrannie se reforme toujours et menace toujours. Il n'y a pas deux classes, l'une qui tyrannise et l'autre qui résiste, mais il y a un recrutement continuel et un continuel passage d'un camp dans l'autre, qui, chose remarquable, se fait toujours dans le même sens. On ne revient point de bourgeoisie. Par quelle obstination nous poussons et soutenons le bourgeois moyen, que je nommerai bourgeois malgré lui, je ne puis assez l'admirer. Je voyais hier une photographie de notre ami Herriot, le nez en l'air et s'intéressant à tout. Ce n'est plus le célèbre tigre, ce n'est plus le mangeur de chair crue. Cet homme-là n'aime pas tant le pouvoir, et n'a pas assez de plaisir à se venger. Il tient la terre, il ne s'y cramponne pas. Aussi j'ai su que, dans les commencements de sa vie politique, c'était un jeu pour les fripons de le déporter. Ce travail se continue, n'en doutez pas. Et si nous tendons encore nos trappes de notre côté, il se lassera et nous dira bonsoir. Et aussitôt, nous aurons pire. Platon avait l'idée qu'il faudrait forcer les vrais chefs. Nous ne pouvons pas forcer, mais l'acclamation suffirait, l'amitié suffirait. Je pense qu'en ces temps difficiles, nous devrons nous défier de l'indignation et faire crédit à l'enfant du peuple. Le tigre ne pensait jamais qu'à lui-même. Ce n'est déjà pas une petite vertu que de se promener en ramassant quelques sujets de livres. Mais c'est une vertu bien menacée, car pendant ce temps-là, il ne regarde pas où il pose le pied. Homme nu, comme je disais, au milieu d'hommes armés. Nous, du moins, simples citoyens, ne faisons pas les imprudents. Tout bien pesé, si l'on proposait une trêve de 2 ans en faveur d'Herriot, je signerais. Car il ne s'agit pas de rêver.